Bonjour, vous êtes en compagnie de Annabelle Bertion et Charlotte Cassier. Hello! Vous écoutez un balado de la revue Ouvrage. L'objectif de la revue, c'est de rendre accessibles des perspectives critiques qui circulent peu dans les grands médias francophones afin d'alimenter des discussions dans nos milieux, dans les milieux de la gauche radicale et progressiste à Montréal. Nous nous intéressons au thème de la reproduction sociale, de l'éducation, du travail. Et aujourd'hui, on rencontre Charlotte. Charlotte, t'es une militante féministe syndicale de Bruxelles. T'es de passage à Montréal et pour un séjour de recherche dans le cadre de ton doctorat. Merci de nous accorder un peu de ton temps. Avec plaisir. Et Charlotte, dans le fond, il y a quelques années, tu t'impliquais dans l'Union syndicale étudiante. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés en 2018, je pense. Donc, l'Union syndicale étudiante à Bruxelles, c'est un groupe étudiant et avec quelques amis, vous avez décidé de participer à l'organisation de la grève des femmes en Belgique au sein du collectif du 8 mars. On a déjà parlé de cette question-là dans la revue, mais aujourd'hui, je t'invite à faire une petite entrevue bilan, dans le fond, pour nous parler un peu de comment ça s'est passé. Donc, suite au mouvement de grève dans plusieurs pays d'Amérique latine et en Espagne, le 8 mars 2018, le collectif bruxellois, vous vous êtes mis en place en juin 2018 et toi, tu t'es impliqué dans les 3 grèves qui ont suivi, en 2019, en 2020 et en 2021. La grève des femmes à Bruxelles a appelé à une grève du travail rémunéré, du travail ménager, de la consommation et des études. Vous avez organisé notamment des assemblées à tous les mois qui réunissaient entre 100 et 150 femmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet de la grève des femmes du 8 mars? Oui, bien sûr. Donc, en fait, il faut remettre le contexte au moment où on a lancé ça. C'était un contexte où il y avait peu de mobilisation le jour du 8 mars. Il y avait une sorte de village associatif, mais en tout cas, les dernières années avant la grève, il n'y avait pas de grandes manifestations, ni même d'autres types d'actions, en tout cas à Bruxelles, la ville où je vis. Et en fait, on voyait notamment les mobilisations des Espagnols et en fait, c'était un peu un attrait de dire waouh, en fait, on veut faire ça à Bruxelles. Et donc, avec plusieurs connaissances, amies féministes, on s'est constitué assez tôt en juin 2018 en groupe pour réfléchir à ça. Et puis, on a assez vite décidé qu'on voulait faire un fonctionnement par assemblée. Et donc, la première assemblée a été lancée en octobre 2018. Et c'est là qu'on a annoncé qu'on allait faire le 8 mars 2019, donc 6 mois ou 9 mois plus tard, la première grève des femmes en Belgique. Et puis il y a eu plusieurs éditions et moi j'ai participé à celle de 2019, 2020, 2021. Puis qu'est-ce que tu faisais exactement dans le collectif? Ouais. La première année, je travaillais à ce qu'on appelait le secrétariat national. Donc, on était 2 et on avait pour tâche de faire un peu les relations avec l'extérieur, mais aussi la coordination des différentes commissions. Donc, les commissions, c'était des groupes qui traitaient des matières particulières, la communication, les syndicats, etc. Et puis on faisait tout ce qui est travail de PV, l'archivage, la gestion du drive du collectif, etc. Et les mails. Et puis, la deuxième et la troisième édition, là, j'étais dans ce qu'on a appelé la commission mobilisation, qui était en fait la fusion de la commission syndicat et de la commission mobilisation, qui avait 2 tâches. D'abord, de organiser, ou en tout cas de s'occuper des relations avec les syndicats. Et la deuxième partie, c'était créer et soutenir des groupes locaux dans différentes villes de la Belgique, et faire le lien un peu entre tout ça. Cool. Pour en savoir un peu plus, en fait, on avait fait une entrevue déjà ensemble avec Mona Malak et Marie Bélanger sur le site de la revue. Ça s'appelle « On s'arrête toutes, on arrête tout, on arrête partout. Retour sur la grève des femmes 2020 en Belgique ». Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter l'entrevue. Et donc, tu as quitté le collectif quand? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les raisons de ta démission? Ouais. Donc j'ai quitté le collectif en mai 2019 en fait j'ai pas quitté seule, j'ai quitté avec l'ensemble des membres de la commission mobilisation. En mai 2021. En mai 2021, exactement. Pardon, oui, sinon ça aurait été un peu trop tôt. C'est toujours un mélange de raisons personnelles, politiques, collectives. Il y avait, je dirais, 3 choses. D'abord,
bah, peut-être qu'on l'expliquera plus tard, mais il y a eu un processus de décentralisation assez important au 8 mars, et donc au sein de nos commissions, on avait l'impression qu'elles n'étaient plus utiles, enfin, ou qu'elles avaient atteint leur objectif. Donc en fait, moi j'avais aussi l'impression que j'avais atteint la fin du travail que je devais faire au sein du 8 mars. Par ailleurs, j'étais un peu moins convaincue du mode d'action, en tout cas comment il était utilisé au sein de notre collectif. Et troisièmement, j'étais aussi de plus en plus investie dans le syndicat de mon entreprise, donc l'Université libre de Bruxelles. Et ça me prenait beaucoup de temps et voilà, on ne peut pas tout faire dans la vie. Donc, voilà. Puis, donc, le collectif, aujourd'hui, il n'est pas dissous? Non. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, il existe toujours et il a mené une édition de grève là en 2022, donc il y a 6 mois, ça fait 6 mois plus ou moins. Il y a toujours des groupes locaux qui sont actifs. Peut-être juste ce qui était notable en 2022, c'est que le groupe bruxellois, qui était un des groupes les plus dynamiques et le premier à s'être mobilisé en 2019, a fait grève de la grève, comme ils ont dit. Voilà, mais ils avaient annoncé qu'ils reprendraient ici en 2023, donc a priori l'année prochaine c'est reconduit, j'imagine. Puis qu'est-ce qui reste de cette idée de la grève des femmes? Est-ce que les gens ils font effectivement grève ou les femmes ils font effectivement grève? Bah ça c'est sûrement quelque chose, une leçon intéressante de notre mouvement, c'est qu'au début je pense qu'on a sous-estimé le coût que ça représentait une grève pour beaucoup de travailleuses, et donc en fait on n'a pas réussi à je ne sais pas si c'est donné assez envie, mais en tout cas mobiliser pour que les femmes se mettent réellement en grève en Belgique, si ce n'est des travailleuses intermédiaires, genre de la recherche, les artistes, des personnes qui étaient au final assez libres de leurs horaires et peu soumises au contrôle patronal. Et à mon avis, ça c'est un écueil de notre stratégie, qui est qu'on n'a jamais au final défini un objet vraiment très concret. Donc on avait un cahier de revendications assez long, avec beaucoup de demandes concrètes, mais on s'est jamais posé la question, je pense, de ok, mais notre grève, qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin? Est-ce qu'on veut obtenir quelque chose? Est-ce qu'on adresse une demande à quelque chose? Ou est-ce que notre objectif c'est la révolution? Et donc au final, ce qu'on a plutôt fait, je pense, c'est de l'agitation politique, ce qui est pas mal en soi, mais c'était peut-être qu'on l'a pas assez conscientisé. Et donc je dirais que ce qui reste aujourd'hui, c'est pas des mouvements de grève de masse, mais c'est des mobilisations fortes autour du 8 mars, c'est le fait qu'il y a plein de... Enfin maintenant, à peu près tous les groupes politiques de gauche, ou qu'ils soient des syndicats, des associations, sont obligés de se positionner sur cette question, font des choses en tout cas le 8 mars, et puis on est sur des mouvements féministes qui sont, je pense, plus dynamiques et plus diversifiés qu'avant. Et puis par rapport à votre mode d'organisation, donc au départ vous aviez votre collectif qui se voulait vraiment inclusif à la fois des villes francophones, néerlandophones. Vous as parlé du mouvement de décentralisation. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton bilan de cette décentralisation-là? Ouais, bien sûr. Du coup, juste peut-être pour le contexte au départ, donc la Belgique c'est un pays majoritairement bilingue. Donc c'est-à-dire qu'au nord de la Belgique, en Flandre, on parle néerlandais, et au sud de la Belgique, en Wallonie, on parle français, et puis au milieu de ça, il y a Bruxelles qui est une ville essentiellement francophone, mais bilingue. Dès le début, on était globalement dans celles qui ont à l'initiative des Bruxelloises francophones, mais on s'est dit dès le départ qu'on voulait créer un mouvement national, ce qui au final est assez rare dans les milieux militants belges, qui sont souvent centrés autour d'une communauté linguistique. Et donc ça s'est marqué dès le début par un nom qui était bilingue, parce que oui, Mars, c'est une contraction de Mars en français, de Marthe en néerlandais. Mars, ça n'existe pas comme mot sinon. Et puis on avait Comment aussi... vous l'avez écrit? M-A-A-R-S. Ouais, deux A. Ouais, c'est ça. Ouais, et aussi le fait que dès le départ, on a tout traduit, nos textes, nos appels, etc., dans les deux langues. Notre communication a toujours été bilingue, etc. Mais donc voilà, donc on était là avec un groupe de bruxelloises très motivés, mais qui voulaient faire un mouvement national. Et je dois dire que la première année, malgré le fait qu'on a prétendu qu'on était national, on était au final très, très bruxelloise. Donc là, à la fois dans les participantes qui ont créé la mobilisation, mais à la fois aussi dans la journée même, où c'était surtout sur le territoire bruxellois que ça s'est passé. Mais à partir de l'année d'après, on a créé une commission de mobilisation qui a travaillé à créer des groupes locaux. Ça, et puis aussi le fait que du coup dans des villes, il y avait des femmes qui avaient vu les mobilisations à Bruxelles, qui voulaient faire la même chose, ou en tout cas voulaient mobiliser dans la ville. Et donc ça a fait que progressivement, il y a des groupes locaux qui ont été créés dans chaque ville.
Et donc qui, selon la façon de s'organiser du collectif, était tout à fait autonome. Et donc voilà, ça, je dirais que ce qui était très positif, c'est qu'évidemment, je crois que ça a renforcé encore les mouvements féministes belges, puisqu'il y a des mouvements dans plein d'endroits, ce qui sûrement au final contribue à plus de mobilisation et à un mouvement plus diversifié qui représente d'autres réalités que celles de Bruxelles. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais le pendant, c'est que fait que la cohésion du mouvement du collectif 8 mars a été de moins en moins forte. Et ça a été en plus renforcé par l'épidémie du Covid qui, la dernière année, nous a empêchés de tenir des assemblées générales en présentiel. Et donc, on avait... et ça s'est par exemple marqué sur le fait qu'on avait de moins en moins de discussions de fond, de production de contenu, de réflexion à l'échelle centrale, et que ça devenait fort des questions d'ordre logistique, de quelle manif on rejoint, etc. Et donc, c'est aussi un peu à la fin de ça qu'avec les commissions, on s'est dit, mais en fait, on a créé plein de groupes locaux, c'est super. Ou ils se sont créés avec notre soutien. Mais là, au niveau central, il y a de moins en moins de vie. Est-ce que ça a encore vraiment du sens qu'on existe au niveau central? Donc, vous n'arriviez pas vraiment à avoir des discussions politiques au niveau national? Ouais, non. Et je crois, là, j'ai parlé plutôt de la question de la stratégie. Par exemple, avoir une discussion au niveau stratégique, au niveau national, on ne l'a pas eu. Mais peut-être qu'aussi c'est parce qu'on l'avait pas eu en amont et puis après on s'est élargi, on a créé plein de groupes que en fait c'était trop tard peut-être pour avoir une cohésion parce qu'on avait au final des groupes très différents en termes de culture politique, de mode d'action, de revendication, de grille de lecture, etc. Puis ça, dans le fond, quand t'as quitté, ça t'a conduit à proposer une suppression, justement, de ces commissions-là, des comités de mobilisation et communication. Donc, vraiment d'avoir des stratégies décentralisées au niveau de la communication puis des mobilisations. Est-ce que tu peux expliquer ta proposition? Ouais. Je veux dire déjà que j'étais pas toute seule, mais qu'on était plusieurs derrière. Oui, là, c'est toujours un peu bizarre l'exercice de parler toute seule quand on a été parti dans un mouvement collectif, mais donc derrière ces réflexions et ces analyses, je suis pas toute seule. Mais donc oui, en fait, il y avait, par exemple, du côté syndicat, ça devenait compliqué en fait d'aller aux réunions face en tout cas aux gens qui étaient responsables de syndicats au niveau central, puisqu'en fait, on pouvait leur dire oui, on entend ce que vous dites, on fait du lien avec les groupes, mais en fait, nous, on va s'engager à rien parce qu'en fait, on n'a pas de pouvoir au niveau central. Donc, ça faisait des réunions qui étaient un peu vides, où on pouvait s'engager à rien, voilà. Au niveau de mobilisation, comme je le disais, les groupes locaux étaient créés partout et ils étaient assez autonomes, donc au final, ils avaient besoin de peu d'aide dans le soutien, si ce n'est peut-être dans des questions financières, mais il n'y a pas besoin de commission pour tout ça. Et puis il y avait la commission communication qui se retrouvait à créer du matériel qui était au final peu utilisé parce que certains groupes locaux commençaient à avoir leur propre matériel. Et puis du coup le support central devenait juste un relais des communications locales, mais quand il y a 10 groupes, en fait, c'est compliqué de faire des relais de tout le monde, etc. Et puis un autre problème auquel on a fait face dans ces 3 commissions, c'était le fait qu'on était clairement des francophones. Qu'on est certaines à se débrouiller en néerlandais, mais par exemple pas assez pour écrire des textes en néerlandais. Et on a eu peu de relais de la part des néerlandophones pour venir nous aider là-dessus, et donc c'était extrêmement chronophage. Enfin, ça reposait en fait sur très peu de personnes. C'est vraiment beaucoup de travail de tout produire en bilingue, etc. Ben oui. Puis, t'as parlé au niveau des syndicats, là, je prends la balle au bon. La construction du mouvement syndical est pas la même au Québec qu'en Belgique, mais on sait que les syndicats sont quand même très importants en Belgique. C'est à peu près un ou une Belge sur 2 qui est syndiqué. Le mouvement de la grève des femmes, en fait, c'est structuré de manière indépendante des syndicats sans nécessairement y fermer la porte. Tu as parlé d'une commission syndicale, donc le comité qui s'occupait des rapports avec les syndicats. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça a été vos rapports? Ouais, bien sûr. Oui, donc en effet, on n'était pas, on s'est pas organisé au départ en tant que syndicaliste, mais ce qui était intéressant quand même, c'est que dès le départ, il y avait quand même plusieurs personnes dont moi, mais qui étaient assez familières avec le projet syndical, on va dire, ou des personnes syndiquées ou déléguées syndicales, etc. Mais donc tout ça a fait, et en plus, comme tu le disais, en Belgique, on a un contexte où les syndicats sont vraiment des incontournables, à mon sens, en termes de capacité de mobilisation, et donc on ne voulait pas les bypasser, et aussi parce qu'ils peuvent offrir quand même des protections juridiques fortes en cas de grève, et aussi des indemnités de grève, ce qui peut être important pour des travailleuses aux faibles revenus ou qui
qui sont dans des relations compliquées avec leur patron. Et donc, dès le départ, il nous a semblé assez évident de nous adresser au syndicat. Et je pense même avec un peu de naïveté, en tout cas moi, je trouvais ça super. Je me disais, ah, mais on va pouvoir lier deux mondes je sais pas, faire montrer aux féministes que le syndicalisme c'est super, et puis faire que les syndicats soient plus féministes. Genre, vraiment, j'étais là, mais tout le monde va trouver ça super, quoi. Pourquoi ils seraient contre Puis comment vous avez été reçus? Je dirais qu'au début, on a quand même suscité pas mal la curiosité, parce qu'on a fait une première assemblée en octobre 2018, et il y avait quand même 150 femmes, genre juste mobilisées par un événement Facebook qui disait grève des femmes. Et donc je pense que c'était quand même assez significatif, et je pense que ça a un peu impressionné certains mondes. Mais après, quand ils ont vu qu'on était sérieux et qu'on voulait vraiment faire une grève, je pense que certains ont un peu regardé ça en mode, mais qui sont ces femmes qui vont nous prendre notre core business, quoi, et qui vont nous apprendre à faire grève. D'autant plus qu'en Belgique, en tout cas, bon, je n'ai pas un historique complet, mais sur les dernières années, la grève reste vraiment quelque chose qui est des syndicats, et donc c'est pas un mode d'action qui est appelé par d'autres gens. Bon, après, je nuancerais quand même ça en disant que les syndicats, c'est aussi des mouvements très larges, puisque, comme on l'a dit, il y a 2 gros syndicats en Belgique qui ont chacun 1,5 million d'affiliés. Et donc, il y a un peu à boire et à manger. Et donc, dedans, il y avait parfois des femmes qui militaient depuis longtemps pour faire adopter à leur syndicat des principes, des revendications, des actions féministes, et qui, je pense, ont été très intéressées par ce qu'on a permis, parce que de l'extérieur, on a pu leur donner une plus grande légitimité, où on a pu tirer le syndicat vers le féminisme, on va dire. Mais il y a aussi, après les syndicats, ça reste des structures patriarcales, dans un monde patriarcal, et donc aussi avec dont les têtes décideuses sont majoritairement des hommes, et qui parfois, je pense, n'ont pas trouvé ça très intéressant, ou ils voyaient une façon de diviser les travailleurs et les travailleuses. Mais donc on a quand même fait beaucoup de lobby, et on a fini quand même par obtenir certains préavis de grève. La première année que de certaines composantes des syndicats, mais à partir des années après, des préavis globaux, donc qui couvraient en fait tous les travailleurs travailleuses. Qui permettaient d'avoir l'indemnité et la protection dont tu parlais. Et ça, et même en 2020, on a appelé à 2 jours de grève en fait, parce que le 8 mars c'était un dimanche, et donc on a voulu faire le pont entre le travail le travail productif, le travail reproductif, etc., mobilisé sur 2 jours. Et la FGTB, qui est un très gros syndicat de 1,5 million d'affiliés, a déposé un préavis de 2 jours, ce qui est vraiment très rare. Mais à nouveau, parfois, on a été un peu naïfs en se disant « Waouh, c'est incroyable, on a un préavis, c'est bon, c'est fait. » Mais en fait, parfois, on s'est un peu fait balader, je pense, parce qu'ils ont déposé un préavis, mais après, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas publicisé, ils n'ont pas mobilisé dessus, et donc, en fait, il y a beaucoup de femmes, si en fait le délégué ou le permanent de leur entreprise ne mobilise pas, elles vont pas se mobiliser toutes seules en fait. Et donc voilà, ça c'est déjà ça. Puis si c'était à refaire là, avec les syndicats, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, je pense que peut-être pour d'abord expliquer un autre point du bilan, c'est que parfois ça a été aussi compliqué de travailler avec les syndicats, parce qu'on était face à des personnes dont c'était le métier, la lutte, et donc qui travaillaient à temps plein en fait au syndicat. Et nous évidemment on était une structure avec des femmes pas payées pour être au collectif 8 mars. Des militantes. Et donc, des militantes. Et donc, par exemple, pour les questions des horaires de réunion, ça voulait dire venir à 11h en réunion, ce qui fait qu'en fait, ça pesait toujours sur les mêmes femmes du collectif 8 mars, celles qui, comme moi, ont la chance d'être chercheuses et de pouvoir organiser leur temps de travail comme elles veulent. Et puis c'était à la fin, par exemple, c'était systématiquement moi qui organisais les réunions, donc faire des doodles, et puis faire les PV. Je me souviens d'une fois, on s'est fait... en tout cas, on s'est fait reprocher que notre PV n'avait pas été bien pris, alors que j'étais un peu là, mais en fait, moi, c'est pas mon métier, et je fais ça à 20h le soir après le boulot. Et donc, quand tu disais qu'est-ce que je changerais, je pense que on a parfois trop intériorisé leurs contraintes, leurs demandes en termes d'organisation, aussi parfois de nous demander à 6 mois à l'avance quelle allait être notre revendication, ou qu'est-ce qu'on allait faire comme type d'action, à quel endroit. Et en fait d'assumer que c'était normal, qu'on était un groupe de militantes, et que voilà, on n'allait pas rencontrer ces exigences, plutôt que d'essayer de s'y conformer, même mal, etc. Et un deuxième aspect, c'est aussi la question de, je pense que pour avoir des mobilisations effectives syndicales, il aurait peut-être fallu plus travailler les relations avec les syndicats au niveau plus local, c'est-à-dire avec des permanents d'entreprise, avec des délégués syndicaux, etc., qui en fait sont eux les vraies personnes qui mobilisent sur le terrain.
Au lieu mais du sommet de la autant structure. de se concentrer que du sommet de la structure. Mais bon, on en était relativement conscient, je pense déjà quand on le faisait, mais en fait c'est extrêmement chronophage parce que quand tu es 10 militantes, tu peux pas rencontrer, je sais pas combien il y a de délégués syndicaux en Belgique, mais ils sont des dizaines de milliers. Et donc voilà, je pense que, mais on aurait peut-être pu se former aussi collectivement dans les groupes locaux sur, enfin voilà, comment travailler avec des syndicats au niveau local, etc. Je pense que ça reflète aussi l'état de parfois des mouvements féministes qui sont et des mouvements syndicaux quoi, qui sont en fait cloisonnés l'un de l'autre et qui se connaissent pas et donc parfois on demande aux groupes locaux est-ce que vous connaissez les syndicats de vos régions et ils disent non, elles savent pas ce que c'est vraiment, etc. Puis les mouvements féministes justement, là, les associations, elles, comment qu'elles ont réagi à votre mobilisation? Je dirais que ça a été compliqué. Je pense que là, au départ, beaucoup nous ont pas toujours vu d'un très bon œil, notamment en pensant que je pense qu'on essayait de tirer la couverture, de dépasser tout le monde, etc. Même la première année. Et puis, bon, je pense qu'on proposait quand même une revendication forte, où, entre guillemets, il n'y avait que 6 mois pour la mettre en place, etc. Ce qui ne correspond pas au calendrier parfois de l'associatif qui a des plans sur de nombreuses années. Genre, par exemple, la première année, il y a Vie Féminine, qui est une des plus grosses associations féministes belges francophones, qui a fait un communiqué de presse, en tout cas un communiqué sur leur page Facebook, quelques semaines avant le 8 mars, pour dire qu'elles ne mobiliseraient pas parce que leurs militantes n'étaient pas prêtes. Bon, et ce qu'on a eu comme retour, c'est qu'en fait, elles prévoyaient de faire ça, mais l'année après, et donc on avait bousillé un peu leur agenda. Et parler pour les militants. Ouais, c'est ça. Et puis on a eu parfois des tensions assez fortes avec le groupe qui organisait la manifestation du 8 mars, qu'on n'a pas bypassé. Donc nous, on a appelé chaque fois à rejoindre cette manifestation. Mais parfois la couverture médiatique a fait qu'on était présentés comme les organisatrices, etc. Parce que la première année, on a eu une couverture médiatique assez forte. Et je pense que ça a irrité beaucoup des femmes qui organisaient la manifestation. Voilà. Et franchement, ça nous a pris parfois beaucoup d'énergie pour moi, ce qui me semble assez futile comme discussion. Je dirais que la deuxième année, parfois, ça a été mieux quand on a pu clarifier auprès des organisations féministes que, en fait, on ne tenait pas à avoir le monopole de la grève ou qu'en gros, on ne mettait pas notre copyright dessus, mais que si elles voulaient, elles pouvaient faire la grève, si on nous demandait notre avis, etc., qu'on n'avait pas pour but de créer une plateforme ou de devenir les chefs des organisations féministes, etc. Mais je pense que ça témoigne aussi parfois des relations dans l'associatif où des organisations sont en concurrence pour avoir une couverture médiatique, des activités, et qu'en fait aussi elles ont des financements qui dépendent de ça, etc. Et donc je pense que quand elles voient, en fait effectivement on est des concurrentes entre guillemets pour prendre de l'espace médiatique, pour prendre de l'espace de mobilisation, donc du coup ça a été compliqué au départ. Est-ce qu'elles sont encore dans le collectif? Est-ce qu'il y a des... Gravitent toujours autour de la grève des femmes? Par exemple, Vie Féminine, la dernière année, elle mobilisait encore pour la grève et on avait plutôt des relations de l'ordre de elle nous tenait au courant de ce qu'elle faisait, on les tenait au courant de ce qu'elle faisait et alors on échangeait au niveau local les contacts. Enfin, moi j'envoyais les contacts de tous les groupes locaux au niveau local, elle pour qu'elle puisse les transmettre et qu'au niveau local elle puisse travailler. Il y a eu beaucoup, je pense, de collaboration au niveau local. Ok. Puis, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette mobilisation-là? T'en as parlé un petit peu. C'est quoi le bilan que tu fais de la stratégie du collectif du 8 mars pour la grève des femmes? Comme je disais, on a fait surtout, je crois, en tout cas quand moi j'étais là, de l'agitation politique et je pense que ça a apporté ses fruits en termes de dynamisation des mouvements féministes qui sont plus forts. Il y a des plus grosses mobilisations, ils sont diversifiés, présents dans toute la Belgique. Il y a des thèmes qui sont plus traités médiatiquement de la même façon, etc. Évidemment, c'est pas que le résultat du 8 mars, mais je pense qu'on a quand même joué un rôle fort là-dedans. Ça s'est marqué dans les discours sur la pandémie. Par exemple, où de nombreuses analyses, même dans les médias plus mainstream, on parlait du travail du care, du travail reproductif, de l'aspect essentiel, mais dévalorisé de ce travail, etc. Ça, je pense que c'est un reste des analyses qui ont été portées par la grève des femmes, par exemple. Et puis, je pense que désormais, c'est quand même beaucoup plus intégré comme question du point de vue des organisations de gauche, qu'elles soient syndicats, associations, groupes militants, etc. Puis quelle suite à donner
encore aujourd'hui, il y a un appel pour 2023? Oui, à mon sens, il n'est pas encore publié, mais Ok. j'imagine qu'il sera publié. Ok. Voilà. Bon, ben, on va souhaiter bonne chance aux féministes de la Belgique. Merci, Charlotte, d'avoir pris le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Non. Ta question me prend un peu au dépourvu. J'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup parlé. Ben, merci infiniment. Je pense que la démarche des bilans dans les mobilisations collectives est importante. Puis merci de ton temps et de nous partager tes leçons de la grève du 8 mars. Cool. Ben, avec plaisir. À bientôt. Ciao. C'était Charlotte Cassier et Annabelle Berthiaume. Pour retrouver les autres clips audio de notre revue, retrouvez-nous sur le site revue-ouvrage.org ou encore sur vos plateformes de balado incluant YouTube et Spotify. Ciao!